Merci beaucoup. Peut-être je vais utiliser le micro si la régie me donne le son. Oui? C'est moi qui dois l'allumer? Non, vous l'avez là? Bon. Pour vous dire un peu les raisons de ma présence ici, Bernard Accoyer, ainsi que toutes les autorités sénatoriales et parlementaires qui sont ici et que je voudrais remercier, peuvent se demander pourquoi un retraité intervient-il encore dans un débat sur l'énergie. Je crois qu'avec un certain nombre des personnes qui m'ont entouré à la création du CEREME, nous partageons un sentiment commun. Beaucoup d'entre nous sont passés par les grandes écoles de la République qui recrutent les serviteurs de l'État. J'ai servi personnellement l'État pendant 15 ans, dont 10 ans à la direction du Trésor. J'ai eu la chance ensuite, dans différents métiers, dans des grands groupes comme Sanofi ou Suez, d'avoir une certaine réussite professionnelle. Et au fond, quand on a le recul, on ressent une forte reconnaissance. Quand on a beaucoup reçu, vient le moment de rendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'investis à la fois du temps, de l'énergie et des moyens financiers dans une cause qui me paraît vitale pour notre pays. Voilà. J'ai par ailleurs des compensations aux frustrations que me donne l'énergie parce que je suis un gros investisseur dans la philanthropie, dans la musique classique. Et là, on a moins de soucis qu'avec l'énergie, heureusement. Revenons à notre sujet du jour. Il est intéressant de voir les publications, de connaître les publications des personnes qui ont fait l'historique des décisions absurdes. Parce que je peux vous dire que si la PPE 3 était adoptée, même avec les correctifs qui viennent d'être apportés dans le projet de décret, grâce au ciel, appelez-le s'il vous plaît un projet de décret et pas le décret, puisque nous tremblons à l'idée que ce projet soit adopté en l'état. Si ce projet de décret était adopté, la France serait engagée encore plus dans un désastre industriel et énergétique et financier au sens du coût de l'énergie pour les particuliers et des difficultés financières du grand groupe que nous avons la chance d'avoir, qui est le groupe EDF. Alors, quels sont les ingrédients qui conduisent à des décisions absurdes? C'est un mélange de 3 ingrédients. Le premier, c'est l'emprise d'une certaine forme d'idéologie, une pensée magique, une pensée irrationnelle. Et toute la politique énergétique de la France a été imbibée d'une pensée anti-nucléaire qui a trouvé sa source légitimement dans certains accidents nucléaires et d'une manière tout à fait irrationnelle quand nous sommes, comme aujourd'hui, dans une ambiance où tout le monde sait qu'il y a un danger climatique et que les solutions développées par les antinucléaires sont ni efficaces pour le climat, ni efficaces pour la santé. Je ne passe sur le désastre de l'énergie allemande. Deuxièmement, une pensée irrationnelle en face de gros intérêts financiers. Nous avons organisé ce colloque et il n'y a pas une goutte d'argent public, pas une goutte de subvention, pas une goutte de subvention industrielle. Ce sont sur des finances de particuliers que nous avons ce colloque aujourd'hui. En face de nous, il y a des réunions de la Fédération des énergies renouvelables qui ont des millions d'euros de crédit pour défendre partout leurs intérêts. Donc nous avons en face de nous des puissances financières très importantes qui ont des intérêts. Au passage, il y a aussi des organisations dites ONG financées par l'État, par les subventions, par les entreprises du secteur des renouvelables et qui sont antinucléaires. J'en cite une puisqu'elle est omniprésente, qui est la société, l'ONG Negawatt. Donc nous avons une conjonction d'intérêts qui peuvent être des intérêts politiques et des intérêts financiers. Et troisièmement, et c'est là que sur ce point-là, heureusement, j'ai de l'espoir, c'est un manque de courage et un manque de résistance à la pensée dominante. Or, il se trouve que nous avons voulu venir au Sénat parce que, monsieur le sénateur, l'OPEX a été une des voix qui s'est fait entendre fortement, parce que la commission du sénateur Delay a fait un travail remarquable, parce que vos collègues parlementaires de l'Assemblée nationale, Schellenberger et Armand, ont fait aussi un travail remarquable, parce que l'Académie des sciences morales et politiques a fait un travail remarquable, parce que, monsieur le commissaire à l'énergie atomique, vous avez aussi pris des positions. Donc il y a des positions courageuses dans le pays, mais en face d'elles, il y a une pensée dominante que nous avons beaucoup de mal à bloquer. Je reviendrai après sur ces éléments. Mais avant
de dire que tout ça est absurde, je pense qu'il faut que nous le justifions. Donc, je vais faire un bref passage de quelques présentations du travail que nous avons fait. Nous avons, à l'époque, enfin, dans la programmation énergétique, une force de frappe extraordinaire de gens extrêmement honnêtes et sérieux qui sont les techniciens de RTE. Ils ont réuni des commissions qui étaient un peu l'équivalent des grandes commissions du plan, et donc leur travail a été remarquable. L'exploitation de leur travail a souvent été politique. Nous n'avons pas eu accès aux détails des calculs des RTE. En revanche, nous avons demandé à la société de conseil qui s'appelle Roland Berger de faire une modélisation du système énergétique français. Notre travail, dans un premier temps, s'est concentré seulement sur la production d'électricité, mais dans un deuxième temps, la deuxième étude que nous avons financée porte sur l'ensemble du mix énergétique. Et c'est celle-là que je vais vous présenter. Alors, nous n'avons absolument pas le temps de rentrer dans les détails. Je vais vous présenter quelques slides, 5 slides qui vous expliquent ce que sont les conclusions de cette étude et qui est à votre disposition. Il est en effet indispensable, quand on parle d'énergie, d'englober la totalité de l'énergie, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme l'a rappelé Bernard Accoyer, l'essentiel des émissions de CO2 ne viennent pas de la production électrique aujourd'hui, mais des autres secteurs. Alors, est-ce que... Voilà. Dans l'autre sens. J'appelle au secours la technique. Est-ce qu'on arrive? Voilà. Donc le premier point, c'est le suivant, c'est que nous avons une modélisation qui a une certaine crédibilité technique dans la mesure où vous voyez sur la droite les prévisions de l'ADEME et qui montrent qu'il y a un chemin viable pour la décarbonation complète de la France en 2050 qui commence par une baisse de la consommation, mais qui n'est pas la décroissance, qui est simplement que quand on remplace certaines sources d'énergie par d'autres, on gagne en efficacité et qui est associé aussi à une certaine forme de sobriété volontaire, c'est-à-dire de réduction des dépenses inutiles. Dans notre scénario, on passe de 1700 TWh, qui est la consommation, on a pris l'année 2019 à l'époque comme référence, à 1300 TWh, donc une baisse de 23%. Et vous voyez qu'on est à peu près cohérent avec ce qu'on appelle le scénario haut de l'ADEME. Donc, première conclusion, c'est possible. Alors, est-ce que... Donc, il y a un... grâce au remplacement, non, je suis passé peut-être trop vite, pardonnez-moi. Il y a un chemin, voilà. Pour la décarbonation donc, de notre économie, voilà, grâce au remplacement des énergies fossiles par des énergies décarbonées qui sont l'électricité, la biomasse, les biocarburants, l'hydrogène et la chaleur. On va parler d'électricité, mais il y a beaucoup d'autres formes de décarbonation, et notamment à l'avenir, l'utilisation de l'hydrogène, de carburants de synthèse pour l'aviation. Et donc, notre étude englobe l'ensemble des différents sources d'énergie ou vecteurs énergétiques qui pourraient être utilisés. Et vous voyez que dans cette slide, disons, on descend la partie en 2050 consacrée aux énergies, enfin utilisant les énergies fossiles, à peu près moins de 10%. Ces 10% étant compensés par ailleurs par tout ce qu'on peut faire pour la séquestration du carbone, ce qui veut dire qu'on peut atteindre la neutralité carbone. Et vous voyez que notre étude rentre dans le détail en analysant les quantités disponibles de biogaz, les chaleurs avec les pompes à chaleur, la récupération des déchets, les carburants de synthèse. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails, ça n'est pas le lieu ici, mais ce chemin existe et nous pensons qu'il est accessible à la France et que c'est sur ce genre de réflexion qu'on doit se concentrer plutôt qu'à ne regarder que l'angle de l'électricité. Et en effet, j'ai un peu de mal là. Voilà. Le point important est de se consacrer à décarboner les secteurs les plus émetteurs de carbone. Vous voyez que les transports, le bâtiment, l'industrie expliquent plus de 70% de nos émissions. L'électricité est décarbonée aujourd'hui à 95%. Donc nous avons un grand débat dans lequel on présente
la PPE comme étant la grande solution pour atteindre la neutralité carbone, alors que la réalité, c'est que cette PPE va utiliser des milliards inutiles pour entretenir des énergies inutiles, en privant de ces milliards la décarbonation des secteurs qui émettent le carbone. Vous avez vu cette année qu'on a réduit les primes pour l'achat de véhicules électriques et qu'on a augmenté le coût des garanties passées qui ont été données aux producteurs éoliens et solaires, parce que le phénomène que vous connaissez maintenant, qui consiste qu'il y a un surplus d'électricité, fait que l'écart entre le prix qu'on a garanti à ces producteurs d'énergie renouvelable et le prix de marché s'est aggravé. Et donc, qui paye l'écart? Ce sont les contribuables français. Donc nous sommes déjà en face de la situation d'absurdité que je évoquais tout à l'heure. On décarbone, on parle de décarboner l'électricité alors qu'il faut décarboner les autres secteurs. Néanmoins, il y a quand même un sujet électrique, et c'est ma slide suivante. Alors je vais essayer de tourner à droite pour voir si ça marche mieux. Voilà, ça marche mieux. Il y a évidemment un défi à relever dans la mesure où l'électricité aujourd'hui représente dans le mix électrique, vous l'avez vu avant, environ 25% et qu'elle va passer à 40%. Une petite ambiguïté technique, l'électricité va servir à alimenter les prises électriques d'utilisation directe en énergie finale, mais une partie de cette électricité va servir à alimenter les électrolyseurs pour fabriquer de l'hydrogène qui lui-même va être utilisé pour décarboner certains secteurs. Donc il y a une demande d'électricité qui est une addition de l'énergie finale que vous avez vue dans mon tableau précédent avec l'énergie intermédiaire qui est utilisée pour les productions d'énergie alternative. Les chiffres que vous avez là, qui partent de 471 TWh en 2019 pour aller à 723 en 2050, appellent un commentaire. RTE, dans sa première projection, visait en 2050 plutôt 600, 640. Et puis, il y a une deuxième projection de RTE dont on peut se demander si elle n'était pas un peu orientée vers des projets orientés, disons, qui alertaient sur le risque de pénurie en 2035 et qui, au lieu de 540 que vous avez dans cette projection, disait qu'on pouvait aller jusqu'à 640 TWh à 2035. C'est-à-dire en créant une sorte d'angoisse de la pénurie d'électricité en 2035. Pourquoi 2035? Parce que c'est avant que les premiers nouveaux réacteurs nucléaires entrent en production. Bon. Vous voyez la partie jaune qui est ici, ce sont des électrolyseurs, c'est-à-dire une grosse production d'hydrogène. Notre cabinet de stratégie et conseil Roland Berger a fait une hypothèse très ambitieuse sur l'hydrogène et sur la croissance industrielle, de la réindustrialisation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec EDF, ils vous disent de manière réaliste, la croissance sera moins importante et le besoin d'électricité sera moins important. Donc, bien que ce soit très difficile de faire des prévisions, il y a une ambiance aujourd'hui pour dire que les prévisions que je mets au tableau ici sont plutôt surévaluées. Et si on nous répond oui, mais il y a les data centers, eh bien, au fond, on pourra dire qu'il y aura peut-être un peu moins d'hydrogène et un peu plus de data centers. Donc la question, deuxième partie de ma présentation, c'est une fois qu'on a compris que l'essentiel est d'avoir des milliards pour décarboner les trois secteurs principaux à décarboner qui sont l'industrie, les transports et le bâtiment, comment relève-t-on néanmoins le défi de la production d'électricité qui doit augmenter? Dans notre scénario, nous avons donc fait des choix relativement radicaux en disant à partir de 2025 maintenant, nous arrêtons de garantir. Alors, monsieur le sénateur, cher Bernard Accoyer, vous avez fait des scénarios plus mesurés, disons, mais nous avons voulu montrer de manière contrastée l'impact de ce que serait l'arrêt immédiat des garanties données aux producteurs éoliens et d'énergie photovoltaïque, ce qui fait qu'il y a une réduction progressive dans notre scénario de gigawatts, là on parle en puissance installée, de 16 aujourd'hui à 13, je parle de l'éolien onshore, et jusqu'à 0 en 2050,
tandis que sur le nucléaire historique, le nouveau nucléaire, vous voyez qu'on passe à 40 gigawatts en 2050. Au total, ce scénario, je le traduis de manière peut-être plus pédagogique dans un graphique. Ça passe pas? Que voilà, dans lequel vous voyez que la proportion d'énergie nucléaire dans ce scénario, vous avez en bleu sur la droite le nouveau nucléaire en bleu et en bleu un peu plus grisé le parc actuel. Donc 45 et 36%, on est à 80% à peu près, auquel s'ajoute l'hydraulique, et vous avez une part très marginale dans les énergies alternatives que sont le solaire résiduel. Alors on a gardé du solaire parce que une des idées que nous avons, c'est que si des productions d'énergie solaire peuvent trouver leur propre équilibre économique dans des boubles locales, naturellement, il ne faut pas les interdire. Même chose pour des solutions éoliennes qui pourraient avoir leur propre utilisation, ce qui suppose évidemment une utilisation adaptée aux caractéristiques de ces énergies. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Vous avez compris comment ont été caractérisés ces scénarios. Et la question, c'est quels sont les avantages de ce scénario. Et c'est là qu'on a la conclusion essentielle. Notre scénario permettrait d'économiser, écoutez bien le chiffre, au moins 300 milliards d'économies d'investissement dans le coût du système électrique. 300 milliards d'ici 2050. Et le scénario de comparaison que nous avons pris n'est pas le scénario de Belfort. Il est un peu inférieur au scénario de Belfort sur un certain nombre des investissements dans l'éolien offshore en particulier. Pourquoi cette différence? Eh bien, quand on fabrique une électricité inutile qu'on revend à perte parce que, par exemple, pour le solaire ou pour le vent, quand le vent souffle, il souffle partout et les prix chutent, on dépense énormément d'argent. Cette électricité étant inutile, tout le coût de la production est inutile. Cette électricité était inutile, tout le coût d'investissement dans les réseaux est inutile. Donc, je pense que dans le récent document publié la semaine dernière par RTE, qui détaille les raisons des 100 milliards d'investissements sur les réseaux qui vont présenter au gouvernement, la moitié au moins est justifiée par l'adaptation aux énergies renouvelables dont aussi la production est diffuse, donc il faut les capter et les raccorder au réseau de manière périphérique. Et RTE explique très clairement, sans donner le chiffrage détaillé, que ces énergies entraînent en elles-mêmes un coût supplémentaire pour le réseau et pour ses investissements. J'arrête là la présentation de notre scénario, vous avez compris son contenu, et j'en viens aux fausses vérités sur la politique énergétique et la pensée dominante, et au fond, pourquoi est-ce qu'on arrive à cette situation-là? Alors, la première fausse vérité, c'est le mot fatal qui consiste à dire les énergies nucléaires et renouvelables ne doivent pas être opposées les unes aux autres, elles sont complémentaires. Vous avez tous fait de la géométrie et vous savez ce que c'est que les angles complémentaires. Eh bien, il y a une chose que l'énergie électrique produite par les éoliennes et l'énergie électrique produite par le nucléaire ne sont pas, c'est complémentaire. Ce tableau qui est là est accessible de manière remarquable. C'est là qu'on voit qu'on est dans une démocratie sophistiquée, puisque RTE publie tous les jours la répartition de la production. Les chiffres sont démocratiques. La présentation est politique. Je vous l'explique. Regardez la slide d'après, dans laquelle nous avons artisanalement inversé l'ordre des couleurs. Nous avons mis en premier, non pas l'énergie solaire et l'énergie éolienne, nous avons mis l'énergie nucléaire. Et puis nous avons mis par-dessus l'énergie hydraulique. Et puis nous avons mis par-dessus ce qui varie tous les jours. Et à ce moment-là, vous voyez que la tête est tout à fait différente. On comprend bien qu'on a d'une part une énergie stable, qui est l'énergie nucléaire, une énergie un peu modulable, qui est l'énergie hydroélectrique, et par-dessus, on a des variations énormes, qui sont les énergies solaires et éoliennes, en fonction du vent et du soleil. Alors on pourrait espérer un miracle de la nature, c'est-à-dire que le vent souffle et le soleil brille,
au moment où vous avez besoin d'électricité, à 7 heures du soir, ou en hiver quand il y a l'anticyclone de Sibérie qui vous donne un grand froid, ou en été quand l'anticyclone du Sahara vient sur la France. Et bien malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez l'aberration, quand on a la chance en France d'avoir 80% de notre électricité stable avec le nucléaire et l'hydraulique, l'aberration qui consiste à rajouter des énergies variables qui ne varient pas en fonction des besoins, mais en fonction du temps qu'il fait, en fonction de la météo. Et deuxièmement, savez-vous qu'aujourd'hui, il y a 200 000 mâts éoliens dans le nord de l'Europe? Il y a 5 fois la puissance du parc nucléaire français installé en puissance éolienne. Ce qui veut dire que quand il y a du vent, malheureusement, on espérait qu'il y a du vent dans la Baltique, qu'il y aura du Mistral ou du vent dans le sud-ouest, mais quand les dépressions passent, vous voyez bien qu'elles passent partout. Donc les épisodes de vent sont corrélés. L'autre mot qui a fait la gloire des arguments pour le solaire et pour l'éolien, c'est ce qu'on appelait le foisonnement, c'est-à-dire la décorrélation. Mais malheureusement, il n'existe pas, ou en tout cas très marginalement. Donc, nous produisons une électricité inutile en rajoutant, comme le prévoit la PPE, aux 10 000 mâts installés déjà en France, aux 8 000 qui ont été autorisés, on rajouterait 10 000 supplémentaires. Qu'est-ce que ces 10 000 supplémentaires vont nous apporter alors que les 200 000 du nord de l'Europe, avec le même vent, vont fabriquer une électricité qui va saturer les réseaux? Je pense que pour n'importe quelle personne qui raisonne avec du bon sens, un peu de science quand même, on arrive à la conclusion que cette énergie est absolument inutile, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas une énergie complémentaire, et c'est ce qu'a dit Bernard Accoyer à l'instant. Nous militons pour que le mix électrique optimum soit complété entre en plus du nucléaire et de l'hydraulique par des centrales à gaz qui seront converties ultérieurement en biogaz. Mais il est beaucoup plus intelligent d'avoir quelques centrales à gaz supplémentaires pour faire face à la pointe d'électricité, d'économiser les milliards dont je vous ai parlé et de les investir pour enlever du carbone qui lui était mis toute l'année par les véhicules qui marchent au carburant fossile ou par les usines qui marchent aussi au carburant fossile. Là encore, ça ne demande pas une réflexion ultra sophistiquée, c'est du bon sens. Mais tout ceci est dissimulé par la pensée dominante. Fausse vérité donc sur la complémentarité. Fausse vérité suivante. Oui, je suis trop long, donc je vais accélérer. Fausse vérité plus technique. Le problème de la sécurité électrique, ça n'est pas la quantité de térawattheures. Je vous ai montré, parce que c'est comme ça que résonne les RTRDE, c'est le liquide qu'on a mis dans la baignoire. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'avoir la pression au moment où vous voulez prendre votre douche. La pression au moment où vous voulez prendre votre douche, c'est-à-dire d'avoir les gigawatts, la puissance installée. C'est si vous n'avez pas la puissance installée que vous avez le risque de blackout du réseau. Donc notre scénario a été testé sur ce critère de la puissance et donne à ce sujet toutes les garanties. Et toutes les personnes qui vous disent on manquera d'électricité parce qu'on manquera de térawattheures, alors j'allais dire font un mensonge technique, font une erreur technique, on manque d'électricité parce qu'on manque de gigawatts de puissance et pas de térawattheures. Et vous pouvez produire toutes les térawattheures que vous voulez au moment où on n'en a pas besoin. Ça n'aidera pas du tout à passer la pointe du 15 février à 8 h du soir. Je continue en accélérant, comme vous le voyez, cher ami. Alors, la dernière idée fausse va me permettre de dire quelque chose de très important. Il y a les coûts du nucléaire, il y a les difficultés du nucléaire. Elles sont réelles, elles ne vont pas disparaître. On a sacrifié la filière nucléaire française pendant 20 ans. En ce moment, on la reconstitue et on en parle avec des pincettes en disant bah oui, mais EDF n'est pas encore sûr, le PR2, il y a eu Flamanville, etc. Bon, je l'ai dit peut-être dans une slide après, mais oui, c'est juste après, on va en parler. Mais le coût, quand on compare les coûts, qu'est-ce que c'est qu'une éolienne offshore? C'est une installation très coûteuse qui va fonctionner pendant 20 ans, on l'espère, avec les sujets de la corrosion. Qu'est-ce que c'est qu'un réacteur nucléaire? C'est une installation qui est censée durer 100 ans aujourd'hui, ou 80 ou 100 ans. Donc si on veut calculer le prix de l'investissement rapporté à la quantité d'électricité produite, il faut calculer sur toute l'année, sur toute la durée de vie de l'équipement. Et vous voyez l'écart entre le coût d'investissement pour un réacteur nucléaire et le coût d'investissement pour l'éolien offshore. Ce qui veut dire que même si, comme c'est probable, quand EDF va réévaluer ses coûts, il va montrer que ça augmente de 20%, de 30%, de 40%, mais même si ça doublait, on serait encore très en dessous du coût du
TWh qui aura été fabriqué avec ces réacteurs. Donc le débat sur le coût du nucléaire et les difficultés d'EDF est un procès qui est fait par les gens qui ont cassé la filière nucléaire aux personnes qui vaillamment aujourd'hui essayent de terminer Flamanville, de relancer l'EPR et de continuer sur des nouvelles générations de réacteurs. Et à ce propos, je veux dire aussi des vérités sur l'EPR. L'EPR, personne ne le sait plus, mais c'est un réacteur allemand qui a été conçu par les Allemands, qui a été imposé à EDF. Je signale que Flamanville fonctionne avec des systèmes de contrôle qui sont le système nerveux central du réacteur, qui est celui de Siemens, que la simplification de l'EPR2 est un choix qui a été pris par EDF, qui avait avant une politique beaucoup plus prudente de progresser par ces stades successifs pour utiliser, disons, toujours les mêmes technologies améliorées. Bon, donc, pour résumer, il est inéluctable qu'il y ait des difficultés, mais que ceux qui ont cassé la filière nucléaire ne viennent pas aujourd'hui, comme le rapport récent de la Cour des comptes, dont le président, pardonnez-moi d'être un peu personnel, mais a quand même eu un parcours politique qui l'a rendu assez solidaire des personnes qui ont cassé la filière nucléaire, vient s'étonner de ce que les prototypes coûtent plus cher. Mais quand on fait un prototype pour reconstituer une difficulté, évidemment, on y arrive. Et alors, le dernier point, là, je suis dans la maison de la démocratie et du Parlement. Pouvez-vous me citer un homme politique aujourd'hui qui, à part d'avoir évoqué la relance du nucléaire, a dit « le nucléaire est une priorité nationale et la colonne vertébrale de la réindustrialisation de la France ». Quel homme politique, au lieu d'aller inaugurer des champs éoliens ou solaires, va dans les ateliers d'EDF, dans les ateliers des sous-traitants d'EDF pour leur dire « le sort de la France industrielle est entre vos mains ». C'est ce geste-là, fort pour le nucléaire, qui fait défaut aujourd'hui. Et vous avez parfaitement le droit d'applaudir. J'en viens à mes conclusions. Nous demandons 3 mesures immédiates. La suspension de la procédure d'adoption du décret PPE3 qui suscite déjà les fortes réserves des institutions qui ont été consultées. La suspension de tout nouveau contrat de subvention ou garantie de prix aux nouveaux projets de nerfs intermittentes. Et commander à RTE l'étude du scénario Cérémé comme une variante de ces scénarios, avec un débat contradictoire dans lequel on pourra vérifier la validité de nos chiffres. Et puis, nous ajoutons 3 mesures de long terme. Faire de la relance du nucléaire une vraie priorité, je viens de le dire. Combattre les directives de l'Europe qui excluent le nucléaire des énergies favorables au climat et qui nous imposent un pourcentage minimum d'énergie renouvelable sur le modèle allemand, dont on sait que c'est une catastrophe, et même la Cour des comptes allemande est là pour le dire. Il faut lutter en Europe pour revenir au bon sens. Et enfin, on est dans l'actualité. Je lisais hier qu'il y a un bras de fer avec EDF. Nous avons une chance extraordinaire d'avoir un véritable industriel avec une forte personnalité à la tête d'EDF. Laissons EDF prendre ses responsabilités industrielles. Laissons EDF prendre ses responsabilités économiques. Ne demandons pas à EDF de baisser ses prix pour les industriels au moment même où on leur prend un dividende de 3 milliards et où on demande, on a pendant 20 ans avec la rente prélevé les cash flows d'EDF dans des proportions extraordinaires. Cette politique de chaud et froid sur EDF est catastrophique alors que nous devons faire comme Airbus d'EDF un des champions, une des gloires industrielles françaises. Je vous remercie. Merci beaucoup.